merci pour cette belle introduction. Alors, j'aimerais bien vous partager une expérience et notre façon de faire, au fond, avec les PME, puisqu'aujourd'hui, il est tout particulièrement question des PME. Et bien sûr, n'hésitez pas de poser des questions, d'intervenir pour rendre cette présentation dynamique. Alors, le terme dialogue social, il est vraiment vaste, d'autant plus que nous sommes dans une intervention internationale, ce qui me fait vous dire qu'il y aura bien sûr des questions sur l'ensemble des pratiques, puisqu'elles doivent aussi, les pratiques doivent se différer, être différentes d'un pays à un autre. Aujourd'hui, mon objectif, c'est davantage vous parler de notre façon de faire et d'exemples québécois. Alors, c'est dans ce sens que je vous invite à passer à la deuxième diapositive pour qu'on puisse regarder les objectifs de notre intervention aujourd'hui. Alors, voilà. Donc, nos objectifs, c'est de comprendre le dialogue social dans les PME et agir selon les meilleures pratiques. Savoir déterminer les risques et comprendre les principes de l'amélioration continue et comprendre la méthodologie pertinente à la réussite de la démarche du dialogue social pour la PME. Alors, jusqu'à maintenant, techniquement, tout va bien et je peux poursuivre? Je crois que oui. Donc, oui, Francine, c'est parfait. Alors, donc, c'est Lorraine à l'instant qui parle, c'est pas Francine. Francine va intervenir à la deuxième partie. Alors, nous changeons de diapositive. Chantal, voilà, la précédente. Donc, nous sommes à la démarche pédagogique. Ce que nous vous proposons, Francine et moi, c'est de vous donner peut-être à la base quelques formations sur le dialogue social dans les PME. À tout moment, vous pouvez aussi intervenir en posant des questions comme ça a été expliqué plus tôt par Chantal et nous poursuivons à la fin ou par étapes entre les interventions de mon côté de Francine à des discussions. Pour commencer, j'aimerais vous faire part tout de même que lorsqu'on parle de dialogue social, elle fait partie et elle s'inscrit à travers des définitions que l'on retrouve à travers les grandes instances internationales et aussi par pays. Mais celle qui est la plus connue et aussi qui concerne au fond les droits de l'homme et les droits au travail, je vous propose la définition du dialogue social selon l'Organisation internationale du travail. Alors, la définition qu'on lit et qui propose inclut tous les types de négociations, de consultation ou simplement d'échange d'informations entre les représentants des gouvernements, des employeurs et des travailleurs selon des modalités diverses. Des questions relatives à la politique économique et sociale présentant un intérêt commun. Vous allez voir dans l'ensemble de notre présentation qu'il y a quand même une nuance dans la façon que nous, on travaille le dialogue social. Il faut dire que la définition de l'organisation, elle se veut très large et très englobante. D'ailleurs, vous précisez un mot, si on... Alors, ici, le dialogue social inclut tous les types de négociations, de consultations et d'échanges. Et vous allez voir dans la proposition que nous faisons et dans nos pratiques dans les PME, on est beaucoup plus près du dialogue et de la collaboration que simplement d'une consultation et d'une négociation. Donc, à la prochaine diapositive, s'il vous plaît. Les parties prenantes. Donc, bien sûr, pour commencer, il est important de comprendre qu'est-ce que le dialogue, de comprendre qu'est-ce qu'une partie prenante. Donc, une définition bien courante de la partie prenante, c'est qu'on considère qu'une partie prenante est un acteur, un individu, soit au niveau individuel ou collectif, groupe ou organisation. Il peut être activement ou passivement concerné par une décision ou un projet. Alors, donc, c'est dans ce sens qu'on peut définir aussi par différents critères
les interventions et les liens que nous apposons par rapport aux parties prenantes. Il y a 5 critères principaux. Le premier critère, on parle de comprendre les enjeux et l'expertise de ces parties prenantes. Le deuxième critère, on va parler de valider sa légitimité, son niveau de rayonnement, de comprendre son niveau, sa capacité d'influence. Au niveau de la partie prenante, on va évaluer sa capacité, son intérêt de dialoguer. Et critère 5, identifier la nature des demandes formulées. Donc, c'est important, au fond, avant de parler de dialogue, de comprendre sa définition, de comprendre qu'est-ce qu'une partie prenante et sur quoi que ça consiste et dans quel sens qu'on doit prendre connaissance de la valeur même de la partie prenante. Donc, ces critères vous aident, au fond, à identifier les éléments clés lorsqu'on parle de partie prenante. Pour la prochaine diapositive, donc, on pourrait vous parler très longtemps de lorsqu'on parle de mode, de forme et de niveau de dialogue. Dans cette diapositive, je voulais surtout vous montrer quand même les bases pour vous éveiller sur, lorsqu'on parle de mode et de forme de dialogue, on peut bien sûr parler d'un dialogue temporaire, d'un dialogue permanent, latéral, multilatéral, transversal. Je pense que c'est extrêmement important de planifier, c'est ce qu'on va parler dans les prochaines diapositives, ce qui fait le succès d'un dialogue social, c'est d'être capable de se préparer, de planifier. Il y a un principe qui dit que plus on prend le temps de planifier, de se préparer, plus il y a de chances aussi de réussir son dialogue social. Donc, pour être capable de planifier, il faut savoir quel genre de dialogue qu'on veut entamer. Si je suis directeur ou dirigeant d'une PME, comment je veux aborder mon dialogue avec mes parties prenantes. Dans la PME, ma principale partie prenante sont les employés. Ça pourrait être aussi mes fournisseurs ou mes partenaires externes, soit mon banquier, soit ma compagnie d'assurance, soit la chambre de commerce locale, soit le gouvernement. Donc, toutes ces parties prenantes, au fond, qui ont un impact direct ou indirect avec l'entreprise, doivent être planifiées dans le sens où si le dialogue est temporaire, bien probablement, si on va au niveau de dialogue qui est mentionné plus bas, je vais dans une forme davantage informative. Je peux être aussi dans un dialogue permanent, mais toujours aussi dans l'information. Alors, donc, c'est important de comprendre que le mode et la forme, c'est une chose, et que le niveau de dialogue, c'est autre chose. Alors, et qu'une planification d'un dialogue temporaire, dans une autre étape, mais qu'on n'aura pas le temps de voir aujourd'hui, il faudra aussi prendre le temps d'évaluer les risques, à savoir si je travaille un dialogue temporaire avec un niveau informatif auprès des employés, est-ce que ça m'amène une bonne relation avec les employés? Quel est mon niveau de risque de choisir une stratégie de dialogue temporaire et d'être informatif? Alors, mais on n'aura pas le temps de voir tous ces détails. Alors, je vais juste vous éveiller dans le sens qu'il faut se questionner sur le mode, la forme et le niveau de dialogue. La prochaine diapositive. Pour être capable d'aller chercher une adhésion au dialogue. Remarquez sûrement, et nous, je peux vous le confirmer de mon côté dans les PME, lorsqu'on nous sommes dans une habitude de productivité, d'agenda, de calendrier toujours expéditif, on n'a pas toujours la culture du dialogue. Et lorsqu'on veut une culture de dialogue, il y a de l'écho. Alors, je poursuis. Donc, si on veut adhérer les employés au niveau de dialogue et qu'on commence une culture de dialogue, il faut prendre le temps de se préparer. Donc, cette diapositive vise à vous montrer une démarche pour vous amener vers un niveau d'engagement pour une plus grande adhésion au dialogue. Et lorsqu'on n'a pas de culture de dialogue, en tant que dirigeant, il faut bien sûr se rapprocher des leaders d'influence qu'on a identifiés d'abord, au préalable auprès du groupe de l'entreprise, à travailler avec eux en toute humilité, en toute transparence, dans un dialogue sincère, pour évaluer eux aussi leur intérêt de dialoguer et de déterminer avec eux qu'est-ce que serait le dialogue dans la PME. Et ça, c'est extrêmement important pour assurer le succès et inscrire une certaine crédibilité dans la démarche. Alors ici, sans nécessairement voir tous les détails, parce qu'on a beaucoup de choses à vous présenter,
mais vous avez une aide mémoire dans cette diapositive qui vous montre au fond, à votre gauche, en détail, sous le thème définir, comment se préparer. Donc, vous devez définir la raison d'être de votre désir de dialoguer, choisir la forme de dialogue, établir les premiers enjeux et les niveaux d'engagement que vous souhaitez. Vous voulez un engagement permanent, vous voulez une forme collaborative, décisive, co-décision, co-construction. Alors, tous ces éléments doivent être réfléchis, mesurés, à savoir s'il y a des risques de travailler dans un sens ou dans un autre. Vous devez identifier vos parties prenantes, prioritaires, être capable de les cartographier. Exemple, si vous avez une PME et 4 ou 5 départements administratifs, départements de communication, production, conformité. Alors, ce sont à travers ces départements que vous devez identifier vos parties prenantes clés d'influence qui jouent un rôle, bien sûr, pour assurer un bon niveau de dialogue à travers votre stratégie. Comme je mentionnais, cet exercice doit être posé si vous souhaitez discuter avec vos parties prenantes externes, comme je mentionnais plus tôt, que ce soit des fournisseurs, le gouvernement et des partenaires locaux. Donc, la capacité des limites organisationnelles. Sachez qu'il est extrêmement important de considérer lorsqu'on travaille un dialogue, la crédibilité, elle est extrêmement importante. C'est la survie de votre crédibilité, la survie de la crédibilité des dirigeants et de la mobilisation des employés. Donc, si nous commençons une stratégie et un dialogue, il faut être en mesure de la supporter dans le temps et dans le rythme aussi décidé et présenté. Donc, ça prend des moyens financiers, des moyens de ressources humaines et des moyens aussi pour former et développer les compétences de certains de vos employés qui auraient besoin davantage de formation pour comprendre qu'est-ce que dialogue. Idéalement, vous avez la chance, lorsque vous travaillez avec votre comité de pilotage et avec vos employés, groupes de pilotage, d'établir avec eux une politique d'engagement pour le dialogue. Donc, ça confirme aussi que vous emboîtez le pas vers un dialogue sincère. Donc, on n'est pas encore vraiment dans l'exercice du dialogue pour un objectif précis. Nous sommes dans cette diapositive que dans la préparation de ce qu'on veut comme dialogue. Alors, cette politique d'engagement, elle est une démonstration claire d'une décision d'entreprise. Et aussi, cette politique, elle est travaillée, élaborée et présentée avec l'ensemble des employés, incluant les membres du comité de pilotage, pour en faire un projet commun. Donc, vous voyez, j'ai mis déjà beaucoup de temps à vous expliquer l'étape numéro 1 qui s'appelle définir. Alors, je ne vais pas nécessairement présenter le reste des points, qui est de planifier, s'engager, mesurer, évaluer, parce qu'on va le voir un peu plus loin et vous allez avoir d'autres exemples pour comprendre l'aspect planifier et s'engager. Mais sachez qu'ici, on est simplement à l'étape de préparer le niveau d'engagement. Alors, si vous avez des questions, je vous invite à vous les réserver et plus tard à nous les soumettre pour que l'on puisse au besoin revenir à cette diapositive numéro 4. Donc, allons maintenant à la diapositive numéro 6. Le dialogue social, pourquoi? Alors, on remarque finalement que les employés, lorsqu'on fait des sondages à travers les organisations pour évaluer la perception qu'ils ont de leur employeur ou de leur entreprise, souvent on remarque que les employés cherchent à comprendre le sens de leur travail à travers leur organisation. Ce sens, c'est comprendre, lorsque je fais ma soudure d'un appareil, lorsque je fabrique un item, et même si c'est une partie de l'appareil, quel sens que je peux donner à mon travail face à l'organisation. Et beaucoup d'employés, de grande surprise, et beaucoup de PME soulèvent cette question, quel est le sens de mon travail à travers l'organisation et de quelle façon je contribue même à la stratégie de la PME. Alors, donc, ça mentionne au fond que la PME ou les dirigeants ne parlent pas si souvent du rôle de l'employé dans le succès total de l'organisation. Donc, faire un exercice de dialogue social permet justement de faire ressortir ces éléments qui préoccupent les employés et qui permettent au fond aux dirigeants de rétablir les éléments
importants et des questionnements importants des employés pour être capable d'amener un intérêt optimal à l'entreprise et à sa stratégie d'affaires. Donc, pourquoi le dialogue social? C'est que ça ramène la performance, ça ramène la productivité, ça ramène la qualité de vie, parce que chacun comprend aussi son rôle à travers l'organisation. Donc, à travers une évaluation, il est important, même lorsqu'on parle de dialogue social, et lorsqu'on l'a vu à la diapositive numéro 4, d'établir aussi des objectifs de qualité de dialogue qu'on souhaite, combien de personnes qu'on veut rejoindre, combien de personnes qu'on veut éduquer pour les intégrer dans cette ouverture de partage d'informations et de collaboration. Alors, dans ce sens que même lorsqu'on parle de dialogue social, il faut être en mesure de se doter de moyens pour être spécifique, mesurable, acceptable, réaliste, pour se donner aussi un plan de progression dans la qualité du dialogue. Donc, on rentre beaucoup dans l'aspect culture du changement. Et dans cette culture du changement, on va remarquer qu'il y a bien sûr un impact sur les processus de l'organisation. Et en les travaillant avec les employés dans le dialogue et avec eux en se dotant de nouveaux indicateurs, on ramène inévitablement la performance et ça nous rentrons dans un cycle. Alors, je vous invite à la prochaine diapositive, la numéro 8. Alors, celle-ci, nous ne la verrons pas en détail, mais je voulais vous la soumettre pour vous présenter quand même l'ensemble des éléments importants à considérer. Alors, donc, un instant, je cherche la petite flèche. Donc, vous êtes ici, vous êtes dirigeant ou gestionnaire dans une PME. Vous êtes propriétaire, au fond, de ce qu'on appelle dans votre quotidien, à tous les matins, que vous êtes propriétaire d'une direction qui s'appelle gestion interne, externe, chaîne d'approvisionnement. Vous êtes responsable de la qualité. Alors, vous avez à tous les jours à gérer des enjeux et des risques. Lorsqu'on parle d'enjeux et des risques à gérer, vous ne pouvez pas les gérer seul, on ne peut pas de notre côté non plus les gérer seul, donc on doit rentrer en dialogue. Et parce que ce dialogue a été planifié et qu'on l'a élaboré dans un plan, on a un comité de pilotage, et qu'on connaît bien nos leaders d'influence dans l'organisation, maintenant, on est prêt pour dialoguer, entre autres, sur la question des risques. Donc, on veut anticiper les risques et identifier aussi les opportunités pour s'assurer d'amener la PME dans une plus grande performance et productivité. Et dépendamment des objectifs, ça peut être simplement et surtout de travailler sur la santé et sécurité. Donc, on veut évaluer avec nos parties prenantes les niveaux d'intérêt et évaluer avec elles les niveaux des risques. Ce qui est intéressant dans l'approche des risques, lorsqu'on parle de dialogue dans une PME, c'est que ça aborde aussi tous les problèmes de frustration des employés sur des questions de leur quotidien au travail. Et à travers ce dialogue, ces frustrations qui sont énumérées, lorsque c'est animé soit par une tierce personne, un consultant, qui amène au fond un élément neutre dans cette discussion, non pas un rôle de médiation, mais plutôt d'animateur, permet au fond d'aider à mettre en communication la pensée du dirigeant et la pensée des employés, pour qu'ils puissent ensemble évaluer les risques et corriger et trouver ensemble des solutions. Tout ça parce que si on n'adresse pas les risques et si on n'en parle pas, on gère difficilement les impacts. Et ces impacts peuvent être très importants au niveau corporatif, donc on le voit ici, au niveau stratégique, performance et productivité. Donc, en discutant avec les employés, on parle justement des risques et on évalue avec eux quels risques auraient quel impact dans votre département, quel impact sur votre santé, sur votre sécurité, sur votre bien-être, quel impact globalement sur l'entreprise. Alors, donc, un petit défaut même d'une soudeuse qui fonctionne mal peut avoir un impact sur la santé ou sur la qualité finale d'un produit. L'employé peut très bien expliquer pourquoi que la soudeuse fonctionne difficilement et proposer des solutions souvent beaucoup moins coûteuses que de remplacer en totalité un appareil. Donc, ça permet aux dirigeants aussi de comprendre la pensée, la façon que l'entreprise fonctionne. Donc, ce rapprochement, ce dialogue, ne se fait pas seulement dans les stratégies, mais elle doit être aussi
travailler sur le terrain dans les opérations. Donc, sans faire le tour, je vous dirais qu'on se pose les mêmes questions sur ces risques et ces risques menacent aussi et quel genre de conséquences que ça pourrait avoir de ne pas s'en occuper. Exemple, une machine dont l'huile coule, ne pas s'en occuper, bien, ça amène une non-conformité. Ça a un impact sur le calendrier de production. La commande va rentrer dans 3 semaines et nous aurons pendant 7 à 8 semaines de production de plus de 12 heures par jour. Le système ne pourra pas supporter, donc il y a un impact sur la production. Alors, si on les travaille en amont et qu'on évalue les impacts et qu'on identifie les menaces, on est en mesure d'anticiper et de travailler sur des opportunités et bien sûr de gérer l'ensemble des risques. Alors, ce sont des questions au fond qu'on travaille avec dans le dialogue sur les impacts et menaces, les opportunités ici, et ce qui nous amène, en travaillant dans le dialogue, d'aborder des nouvelles actions ou des actions identifiées en collaboration. Et c'est là qu'on voit la différence. Tout ce temps qu'on a préparé, qui demande beaucoup de temps, lorsqu'on arrive à l'action et que la liste est élaborée avec les parties prenantes, chacun adhère au choix des actions. Donc, on arrive beaucoup plus vite à l'atteinte des objectifs avec une très grande qualité de déploiement qui fait en sorte qu'on atteint plus rapidement les objectifs et une plus grande productivité. Et bien sûr, il est extrêmement important, lorsqu'on dialogue, d'établir au départ de quelle façon qu'on communique les résultats ou la progression de manière à partager dans une approche d'amélioration continue toutes les opérations. Donc, le rendre compte, il est extrêmement important parce que la crédibilité du dialogue est aussi importante dans la façon de raconter l'histoire de comment ça s'est déroulé. Donc, cette réduction de compte, si elle n'est pas réalisée, avec le temps, vous restez dans l'action et la démobilisation va commencer petit à petit et vous allez régresser. Donc, ici, ça demande encore de l'effort, mais je vous le dis, je vous le garantis, cet élément de réduction de compte, elle est tout aussi importante que d'analyser les impacts. Donc, à la diapositive suivante, je vais passer rapidement. Je vais vous expliquer qu'au départ, lorsque un dirigeant approche les employés pour la première fois pour introduire une culture du dialogue, d'autant plus, elle n'a pas de crédibilité de départ dans le dialogue. Les parties prenantes ont l'impression de vous accueillir avec à l'esprit, de toute façon, on n'est pas écouté, il n'y a pas d'avantage de dialoguer. Ils vous perçoivent comme la personne qui a tous les avantages. Donc, c'est sûr que dans un début du dialogue, ici, la relation entre vous et l'ensemble des parties prenantes, elle est inéquitable. Donc, la prochaine diapositive. Oui, celle-ci. Lorsque vous commencez à travailler l'ensemble de la stratégie, de la démarche qu'on a vue à la diapositive numéro 4, que vous commencez à dialoguer avec eux pour commencer ce processus, petit à petit, ils vont vous voir comme une partie égale aussi. Donc, vous devenez dans une démarche de collaboration. Alors, donc, on rentre dans une démarche d'amélioration continue, puisque cet exercice, elle peut être vu soit par projet, lorsqu'on travaille un gros projet, ou soit par annuellement, pour être capable de réfléchir sur un ensemble de projets. Alors, voilà. Donc, la prochaine diapositive. Ici, c'est un exemple concret d'un dialogue social entre des élus, entre une direction générale et des citoyens sur un parc industriel qui devait inclure maintenant des enjeux de développement durable pour se développer. Donc, autour de la table, nous avions des gens qui n'avaient aucune notion de ce qu'était le développement durable, mais ils savaient pertinemment qu'ils ne devaient plus planifier la construction d'une zone sans considérer les enjeux environnementaux. Donc, lorsque j'étais mandatée pour discuter, entre autres, justement, d'aborder les enjeux du développement durable, la plupart ont pris connaissance et ont été surpris, mais que dans
le développement durable, aujourd'hui, on parle de 6 dimensions. Certaines normes vont parler de 3 dimensions, qu'on appelle économique, environnementale et sociale. Et bien sûr que ça englobe l'aspect éthique et gouvernance, donc on en parlait de 5 dimensions. Récemment, l'Institut de la francophonie pour le développement durable, avec la chaire en éco-conseil de l'Université du Québec à Chicoutimi, et où j'ai collaboré d'ailleurs à évaluer cette grille d'analyse, ils ont développé finalement la dimension culturelle à la demande de la francophonie, puisque cette dimension n'était pas nécessairement abordée d'une manière très claire. Et le concours de circonstances est quand même assez phénoménal dans le sens où je travaille dans le secteur minier et dans les plans d'action, on s'est rendu compte que par moment, il y avait un blocage tout simplement parce qu'on n'avait pas adressé de manière significative les enjeux culturels, puisqu'ils n'étaient pas nécessairement nommés en détail dans l'ensemble des normes qu'on retrouve sur le marché. Alors, pour cette raison que la francophonie a travaillé à les détailler, et pour aujourd'hui, je vous confirme qu'elles servent autant le milieu culturel que le secteur industriel, minier ou tout autre secteur. Donc, je vous invite à visiter le site Internet du SINAP de l'Université du Québec à Chicoutimi. Vous avez accès à la grille d'analyse de développement durable au siège des Nations Unies et qui vous permet, au fond, de télécharger gratuitement l'ensemble des outils et des rapports types pour être capable de réaliser cette analyse de développement durable sur un projet, une politique ou l'ensemble de la stratégie d'affaires d'une organisation. Éventuellement, si vous avez des questions sur l'application de cette grille, n'hésitez pas à me contacter. Donc, l'entreprise, l'organisation a travaillé sur l'ensemble des items et on a travaillé avec les parties prenantes à éduquer sur la gouvernance, l'éthique économique avant d'arriver, après 5 semaines de 3 heures de rencontre, à définir qu'est-ce que serait un parc. Et il y a eu un consensus global où, même à la 3e rencontre, les gens voyaient difficilement le développement durable. Et aujourd'hui, ils sont tous de grands ambassadeurs pour défendre la vision, pour défendre la solidarité, la viabilité financière, la santé-sécurité, la gestion des ressources et le patrimoine. Donc, c'est surprenant, au fond, lorsque on parle de dialogue social, d'avoir le courage aussi de commencer un dialogue avec le développement durable comme enjeu. C'est une façon neutre, au fond, de ramener le dirigeant et les employés à démarrer, au fond, une vision où tout le monde part sur le même pied d'égalité. Et ça permet de laisser tomber beaucoup de barrières. Alors, lorsqu'on a des gros enjeux où il y a depuis des décennies un non-dialogue et des frustrations cumulées, le sujet développement durable est un déclencheur de dialogue et de nouvelles visions qui transforment une organisation en quelques semaines. Et les plus grandes organisations où j'ai travaillé avec 2000 employés, ça a pris malgré tout 18 mois. Mais ces 18 mois ont fait en sorte qu'on parle d'une nouvelle organisation aujourd'hui. Prochaine diapositive, et je termine bientôt, parce que Francine va poursuivre. Donc, ici, c'est un rappel au fond de tout ce que, on parle d'un processus d'amélioration continue, on parle de planifier, et cette étape extrêmement importante, mieux vaut prendre plus de temps, et déployer, c'est dans un processus normal d'amélioration continue, évaluer, améliorer, et comme vous le savez, rendre compte. Dans l'ensemble des processus systèmes qu'on le retrouve dans Lean Six Sigma, qu'on appelle tous les programmes reconnus d'amélioration continue, on parle seulement de 4 étapes: planifier, déployer, évaluer. Avec le temps, vous allez voir qu'il faut rajouter dans cette roue le rendre compte. Il fait partie du succès de la démarche. Prochaine diapositive. Alors voilà, je ne sais pas comment vous anticipez l'application du dialogue social dans votre contexte. Vous avez des contraintes, des opportunités. Voilà, je vais répondre à quelques questions, laisser l'animation de Chantal et bien sûr pour vous permettre d'écouter Francine qui a une très grande expérience et qui va pouvoir aussi vous expliquer le cadre québécois avec l'application BNQ 21000. Merci. D'accord. Merci beaucoup Lorraine pour cet exposé très intéressant. Et nous avons eu plusieurs questions. Alors nous avons 3 questions des participants et nous avons aussi plusieurs questions via Internet et je propose d'en reposer 2.
Et puis, alors votre slide est sous forme de questions, donc cela peut aussi donner des idées d'autres questions ou d'autres remarques de la part des intervenants. Alors, sur les questions qui ont été posées donc, par les participants, je remonte. Alors, nous avons Raphaëla qui se demandait s'il y a un moment précis pour entamer un processus de dialogue social, crise, changement d'équipe, changement de dirigeant, ou si ce processus peut être lancé à n'importe quel moment de la vie de l'entreprise. Alors, je crois que vous avez cité justement que l'engagement dans une démarche de développement durable est une opportunité. Je vous laisse peut-être répondre à cette question de manière peut-être plus complète. Voilà, merci à vous. Je vous redonne la parole. Alors, merci pour l'excellente question. Le dialogue social peut s'inscrire à n'importe quel moment dans la vie de l'organisation. C'est sûr qu'il y a des moments, que ce soit un anniversaire, que ce soit l'introduction de nouveaux contrats ou d'un changement. Donc, je pourrais vous dire que oui, on peut planifier à un moment précis, mais sinon, je vous dirais que à tout moment, selon les stratégies d'affaires, vous pouvez introduire ce dialogue. Dans ce dialogue, il est extrêmement important que ce soit une décision de la haute direction. Malheureusement, si la haute direction, le dirigeant ne croit pas au dialogue, c'est très difficile. Par contre, si à l'interne, on a une oreille attentive, une belle relation entre certains dirigeants et la haute direction, il faut prendre le temps de démontrer les bénéfices d'un dialogue, soit d'introduire à travers le comité de direction des formations sur les bénéfices d'un dialogue, des exemples dans le monde, parce qu'il y a tellement de bons exemples de productivité, de positionnement stratégique, qu'au fond, il faut aussi prendre le temps d'éduquer la direction. Je vous dirais, dans ma pratique, ce qui est quand même intéressant, c'est que même si la haute direction, le directeur général ou le président décide d'établir un dialogue, lorsqu'on l'implante, il faut aussi sensibiliser et former l'ensemble des directeurs. Donc, il y a 5 dirigeants, de direction, 5 départements. Il peut arriver que 3 sur 5 qui comprennent bien et qui sont dans le changement de culture, mais j'en ai 2, 3 autres qui bloquent le système. Donc, être capable de les identifier pour, bien sûr, travailler avec eux, les aider à progresser dans la voie du dialogue. Et il y a des outils que j'ai développés pour l'entreprise pour être capable d'identifier la qualité, le niveau de dialogue dans les directions, parce qu'il y a un enjeu transversal aussi dans la façon de dialoguer pour assurer une crédibilité à l'interne. Alors, voilà, c'est vraiment une décision de la haute direction et ça peut se faire à tout moment. D'accord, merci beaucoup. Alors, deuxième question d'Ibn Fall de l'organisation Garde 2000, qui est en fait une agence publique en fait sur l'informatique douanière. Donc, Ibn Fall se demande comment mieux gérer les risques dans un dialogue social quand on sait qu'en Afrique francophone, les parties prenantes mettent toujours devant leurs intérêts propres et non une mutualisation des intérêts des parties. Voilà, donc quid du dialogue social dans le contexte d'Afrique francophone. Lorraine, je vous repasse la parole. Alors, merci pour cette question. Et alors, comme j'ai mentionné plus tôt, l'éducation, la sensibilisation auprès de la haute direction, que ce soit ministériel, que ce soit directeur, président, de faire comprendre les bénéfices de travailler dans la voie du dialogue, extrêmement important pour ouvrir les horizons et établir une vision commune d'un développement. Que ce soit le développement de l'entreprise ou d'une commune ou même d'un pays, c'est l'enjeu, c'est difficile. Sachez que c'est pas plus facile. Enfin, c'est des enjeux qui sont, que je crois planétaires, mais peut-être ciblés pour certains pays, je peux comprendre. Dans la table de concertation du secteur extractif qu'on a réalisé en 2014 à Dakar au Sénégal, d'ailleurs, on l'a reconduit en mois de novembre au Sénégal pour cette deuxième table de concertation. On a réussi, au fond, à mobiliser autant les ministères de l'Environnement et des Mines, des dirigeants des sociétés minières
les chambres des mines, la société civile et les femmes et les jeunes, donc on parlait des groupes d'intérêt, pour justement partager une vision de ce que serait secteur minier durable. Sur une série d'ateliers et de partage des expériences, on a vu des ONG féliciter aussi l'activité minière, qui de son côté était très surprise de l'entendre. Alors, donc, ils étaient capables de dire qu'est-ce qui fonctionnait bien, qu'ils voulaient voir garder, mais ils mentionnaient aussi qu'est-ce qui fonctionnait moins bien. Donc, dans une relation de dialogue, ça permet de relever les points forts, relever les points faibles, relever les irritants, et simplement d'établir ensemble un ordre de priorité de ce qui devrait être réglé. Humainement, et les 3 mots que j'ai mentionnés plus tôt, humilité, transparence, dialogue. Dans l'humilité, c'est de comprendre qu'on ne peut pas régler tout en même temps. C'est de comprendre aussi qu'on n'a pas le choix. Le statu quo n'est pas une option, faire comme avant non plus, mais qu'est-ce qu'on peut faire ensemble demain? Et lorsque cette prise de conscience, elle est là et qu'on inscrit dans un plan d'action qu'est-ce qui doit être posé pour corriger, et en toute humilité, tout le monde prend conscience qu'on ne peut pas tout régler, mais qu'on priorise ensemble ce qui doit être réglé, ça laisse tomber beaucoup de frustration et ça fait prendre conscience aussi de la force de travailler ensemble. Donc, l'enjeu ici dans cette question, c'est comment mettre ensemble ces dirigeants pour justement ne plus voir que des intérêts propres. Les intérêts propres, ça peut être même un directeur d'un département. On voit beaucoup dans les organisations, puis même ici au Québec, à Montréal, des départements qui maintiennent l'information et qui savent pourtant que s'ils partagent l'information, ça permettrait de mieux gérer les risques de l'organisation, mais ils sont prêts à laisser tomber leurs voisins, leur département voisin dans le trouble pour eux faire bonne figure. Et ça se voit ici. Alors, humainement, c'est un enjeu humain de faire comprendre que cette planète, en ce moment, qui est en souffrance, point de vue environnemental, changement climatique, et si on ne travaille pas davantage en mode collaboration, on augmente les risques de toutes sortes. Alors, c'est un changement de culture à la base. Oui, tout à fait. Alors, changement de culture, et puis comme vous disiez, enfin, le principe du dialogue social doit être universel et doit aller au-delà des spécificités culturelles d'un pays ou d'une région. D'accord. Alors, ensuite, une question de Raphaëla, qui donc demande, à la suite de la question d'Imlou, est-il préférable de confier la gestion d'un dialogue social à un comité interne de collaborateurs plus qu'à des experts externes neutres, entre guillemets, à l'entreprise, cabinet spécialisé par exemple. Merci. Voilà. En fait, c'est Raphaëla qui dit merci, donc je vous repasse la parole. Alors, c'est une excellente question. Je dirais qu'il n'y a rien de mieux que développer l'expertise dans son organisation. Par moment, pour démarrer un projet et aussi pour calmer le jeu ou calmer les esprits ou l'humeur, un consultant externe vient au fond rallier les gens. Exemple, j'étais dans une entreprise de 2000 employés syndiqués où on devait mettre en place d'ailleurs ce dialogue. Et dès le départ, la direction m'a mentionné qu'il fallait proposer ce dialogue à l'exécutif du syndicat. Alors, je disais qu'on ne pouvait pas rien proposer s'il n'était pas partie prenante dans l'élaboration du plan. Et on me répétait qu'il y avait une culture de non-dialogue depuis 15 ans et que d'abord, il fallait proposer le plan et non pas les inviter à travailler sur le plan. Alors, j'ai dit, c'est impossible d'assurer un succès dans cette démarche de cette façon. Je vous garantis que ça ne fonctionnera pas. Alors, la direction insistait pour me dire, mais vous ne comprenez pas, ça ne fonctionnera pas s'ils collaborent immédiatement. Ben, j'ai dit, si vous me dites qu'ils ne sont pas là au départ, je vous dis que je ne pourrai pas faire le mandat parce que je sais que ça sera un échec. Et puisque je m'associe au succès et que je veux vous amener vers le succès et que cette directive que vous me donnez ne correspond pas au projet que je vous propose, je ne pourrai pas le réaliser. Alors finalement, ils ont cédé, ils ont accepté vraiment que je rencontre l'exécutif de syndicat, qui m'a permis au fond de constater qu'il y avait vraiment une culture ancrée de non-dialogue. Les gens étaient assis sur leur siège, basculés vers l'arrière, les bras croisés, disant que qu'est-ce qu'il y avait de caché à travers ma démarche,
parce que c'était impossible qu'on pouvait dialoguer. Alors, j'ai tout simplement expliqué l'enjeu planétaire du développement durable et qu'une entreprise aujourd'hui, si elle devait survivre et être productive et qu'on devait maintenir l'ensemble des opérations, que c'était un regard non pas tourné que sur l'entreprise, mais sur l'ensemble des entreprises à travers le monde. Et que tout le monde en ce moment se pose la question, que devons-nous faire ensemble pour assurer un plein emploi, protéger l'environnement, améliorer la qualité de vie? Alors, sur ces questions tout à fait simples, ils ont été beaucoup plus ouverts et finalement, ils ont intégré le comité de pilotage et après 18 mois de travail, ils ont été en relation avec la haute direction d'une manière tellement productive que ça s'est inscrit dans l'histoire de l'organisation comme un très grand succès. Donc, je dirais que oui, une personne externe vient comme défaire les nœuds, les tensions, mais en même temps, on a travaillé à l'interne pour développer la compétence et l'expertise de manière à transférer cette compétence pour que le comité de pilotage, autant des employés syndiqués que des gestionnaire et que la haute direction, puissent s'approprier et eux-mêmes établir leur propre culture de dialogue. Et ça, c'est extrêmement important parce que ça demeure quand même viable lorsqu'on le travaille que pour soi. Donc, oui, le consultant, mais à la fois une indépendance interne. D'accord, merci. Excusez-moi pour les bruits, je n'étais pas sûre si vous aviez terminé ou pas. Alors, merci beaucoup. Donc, effectivement, le consultant ne peut pas se substituer aux parties prenantes de l'entreprise pour le dialogue social, mais accompagner et faciliter. Donc, alors, Day réagissait sur donc, la remarque d'avant, la question d'avant de Ibnou, en disant que le changement de culture est un processus qui n'est pas toujours gagné d'avance. Donc oui, je pense qu'on doit être tous assez d'accord avec cette remarque. Ensuite, donc une question de Karine Lator d'Oréal Brèche qui remarque, donc malgré la préparation du dialogue social avec un groupe de parties prenantes, les salariés, la communication peut rester difficile. L'information n'est pas comprise de la même manière d'une personne à une autre. Donc comment faire? Comment faire sur ces enjeux de communication? Je vous redonne la parole, Lorraine. Cette question, elle est vraiment universelle. Je ne pourrais pas dire qu'elle est amusante, mais je la lis et je l'entends et je souris, si vous saviez. Comment vous avez raison, lorsqu'on fait même des sondages mondiaux à travers les entreprises, toutes les entreprises mentionnent que le problème, c'est un problème de communication. Je confirme, puis vous le savez tous, c'est un problème universel. Nous avons tous dans les organisations un département de communication. On met des efforts et encore le problème de communication revient. Je travaille actuellement à développer des outils sur le niveau de qualité du dialogue parce qu'on n'arrive pas à le définir ou on n'arrive pas non plus à s'entendre. Mais si on regarde quand même le succès de certaines organisations, ce qu'on constate, c'est que, et je vais travailler aussi avec une organisation, c'est que j'appelle où sont les nœuds. Tu peux avoir 7 directeurs, 3 directeurs sur 7 fonctionnent bien, mais il faut être capable d'identifier ceux qui fonctionnent moins bien. Un, parce que le profil du directeur n'a pas les habiletés nécessaires pour communiquer, c'est pas sa tasse de thé. Puis à la fois, il n'y croit pas, puis il ne fera aucun effort, même s'il reçoit des directives de son propre président ou directeur général. Mais il doit prendre conscience du jeu et de l'enjeu et des risques de ne pas travailler son dialogue ou cette communication ou cette collaboration à travers son département et de manière transversale avec les autres directions. Donc, cette direction doit être identifiée et c'est là qu'il faut travailler, c'est d'identifier où sont ces points, ces maillons manquants. Alors, sinon, on répète que des campagnes de communication, que des informations, puis on n'aboutit pas. Donc, l'exercice que j'ai fait, c'était vraiment d'identifier ces risques de direction, de travailler avec eux, et s'ils n'ont pas les habiletés, d'identifier les meilleures personnes à l'interne pour qu'ils puissent faire le travail au nom de cette personne. Souvent, on retrouve des dirigeants presque à l'âge de la retraite, donc il vient un moment donné où, pour plusieurs raisons d'accès technologique ou de mentalité, ne sont pas nécessairement prêts à changer. Donc, ils préfèrent déléguer cet apport de collaboration et de dialogue et de communication auprès d'une autre source
qui, bien sûr, est perçu comme légitime et crédible dans son secteur. Alors, c'est un énorme enjeu, je suis d'accord avec vous, mais il faut travailler de plus près avec des petits groupes de gens pour s'assurer que l'information descende jusqu'à la base et que de la base, elle remonte jusqu'à la direction. D'accord, merci beaucoup. Alors, une dernière question de Endai. Je ne sais pas si je prononce bien votre nom, hein. Je suis désolée. Et puis, juste, c'est là que je passe. Après, c'est Francine qui va présenter. Lorraine. Oui, absolument, parce qu'elle a une très belle partie. C'est ça, d'accord. Présenter. Ok. Très bien, je ne savais pas si c'était juste là ou un peu plus tard. Alors, donc, Endai, désolé pour la prononciation, nous remarquons de plus en plus des initiatives sur des activités communes hors entreprise avec les cadres et le personnel. Est-ce que cela a réellement un impact sur le dialogue social ou c'est juste pour noyer le poisson? Voilà, je vous repasse la parole, Lorraine. Alors, j'aimerais qu'on précise la question, lorsque vous parlez d'initiatives sur des activités communes hors entreprise, qu'est-ce que vous voulez dire? Oui, je me demandais, alors je crois des afterworks, enfin, oui, par exemple, comme aller boire un verre ou peut-être faire des activités sportives ou autres en dehors des heures de travail. Voilà, bon, je crois que c'est ça. Je vous repasse la parole, Lorraine, j'espère que ça vous éclaire. Oui, absolument. Donc, la formule après le travail, ce que j'appelle le dialogue informel et le dialogue formel. Donc, dans la culture d'organisation, l'informel est aussi important que le formel, dans la mesure où il fait partie de l'esprit et de la culture. S'il n'y a pas de culture de dialogue à l'interne, le dialogue informel, le 5 à 7, devient le lieu de ventilation des frustrations. Donc, ce n'est pas une bonne idée. Alors, il faut l'inscrire dans un ensemble de projets et de cultures. Donc, je dis oui, c'est important, mais dans la mesure que ça a un sens. Il existe beaucoup d'ateliers maintenant qu'on appelle des camps d'entraînement, d'activités, des team building, qui permet au fond de faciliter le dialogue. Mais il n'y a rien de mieux dans un département de commencer avec l'évaluation de qui nous sommes. Lorsque je commence, entre autres, dans un département, et il faut le voir aussi département par département, ou sinon étudier le profil de la haute direction. Il existe des thèmes, je ne sais pas si vous connaissez les tests psychométriques qui permettent de définir chacune de nos personnalités. Je travaille beaucoup avec le MBTI, donc c'est des rapports de 26 pages qui définissent qui nous sommes. Et ça permet aussi de comprendre comment travaillent nos collègues. Alors, mieux comprendre les personnalités lorsqu'on est introverti, extraverti, permet aussi d'aborder le dialogue autrement et de comprendre la diversité et de la force de la diversité dans une équipe. Alors, ça doit être compris aussi entre chaque direction. Donc, c'est un travail humain à la base, mais ce travail humain, je confirme qu'il est bien aussi dans un 5 à 7 dans la mesure qu'il rentre dans la culture globale du dialogue. D'accord, très bien. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. Merci beaucoup, Lorraine, pour cette super présentation. Pardon? Ah,